Ce son, ainsi que d'autres sons, sont apparus à différents endroits en Espagne et en Allemagne. Passons au son suivant. Il est un peu plus grave, celui-ci aurait été enregistré le. Les sons sont apparus dans la nuit du 24 janvier 2026. Celui que nous allons écouter maintenant provient également de la même zone, mais il a été enregistré en décembre dernier. Oui, il y a à peine un peu plus d'un mois. Donc cela fait déjà un certain temps que cela se produit à plusieurs reprises, même si le rapport indique qu'en Andalousie, dans le sud de l'Espagne d'ailleurs, dans la communauté qui nous regarde là-bas, ils ont détecté cela à certains endroits. Le son du home ne va pas s'entendre, voyons si on l'entend, c'est très faible celui-ci, voyons voir. Et un autre son s'est ajouté, mais bon, c'est celui de WhatsApp, non. Mais c'est un son qui salit le home. Bon, c'est assez curieux, assez étrange pour le dire. Au moins maintenant, ils vont sûrement le signaler. Cette nuit-là a été compliquée. Il a été difficile de dormir, assure-t-il. Les gens qui ont réussi à entendre cela à différents endroits d'Andalousie assurent que ce n'était pas un orage, ce n'était pas la pluie, ce n'était rien d'autre, c'était simplement une sorte de bourdonnement, qui, assure-t-il, était parfois presque hypnotique. Les bourdonnements sont apparus dans différentes parties du monde pendant des décennies, disparaissent soudainement puis reviennent. Et c'est bien le cas. Ceux qui suivent cela avec nous depuis un certain temps savent que nous avons déjà évoqué cette situation, n'est-ce pas ? Au cours de la matinée du 24, de nombreuses personnes à Malaga, à Séville, eh bien celui de Cadix en parle depuis décembre à Grenade. À Gênes, ils ont signalé un étrange bourdonnement, parfois plus métallique, parfois plus grave, parfois plus aigu. Chacun l'identifie différemment. Certains qui ont réussi à enregistrer un peu ce son ont décrit non seulement un son, mais aussi ceux qui l'ont entendu. Ils assurent que c'était comme si l'air vibrait, les gens qui étaient à l'extérieur. Ils affirment que le son vient du ciel, c'est-à-dire qu'il vient d'en haut, ou du moins c'est la sensation qu'ils ont, dit-il. Ils assurent qu'il vibrera comme si ce son venait du ciel. Bien qu'il y ait différentes heures et différents jours qui n'ont pas été signalés, le 24, il y a de nombreux signalements à 23h40, il y a aussi des signalements à 23h50. Certains journalistes locaux ont signalé cette situation, ainsi que des blogueurs sur Twitter, etc. Sur Facebook aussi, ils ont commenté à ce sujet. Le bruit a duré plusieurs heures. Il revenait encore à l'aube. Il surgissait et s'évanouissait brusquement, sans transition. Ce type de bourdonnement a été documenté dans d'autres parties du monde, par exemple à Taos, Nouveau-Mexique. Pendant des années, il est apparu et la police n'a jamais pu le trouver. Les enquêteurs ont essayé de trouver une origine et n'ont jamais réussi. Ils disaient « c'est par là-bas », puis, arrivés, demandaient « non ». On l'entend depuis cette année-là alors qu'il restait dans une histoire sans fin à Bristol, Royaume-Uni. Aussi, depuis des années, on enregistre aussi ces sons. Ici, nous avons aussi suivi ces sons pendant des années. Certains disent que ce sont des sons très graves, pouvant durer des heures, et dérangeant de nombreuses personnes. Parfois les rendent nerveux. Il y en a d'autres qui disent que non, que c'est simplement comme hypnotisant, mais que cela ne leur fait rien. Il existe divers types de sons. Il n'y a pas eu que des techniciens, il y a eu des professeurs, des étudiants, des scientifiques, des autorités, etc., des voisins, etc., qui ont décrit leurs sensations en assurant que les vitres vibraient, que les animaux devenaient nerveux, que les chats, les chiens, certains animaux de ferme aussi, se comportaient de manière étrange. Et puis, les descriptions les plus étranges, mais qui sont aussi nombreuses, l'assurent. D'une sensation dans la poitrine. On parle d'une sensation de pression dans la poitrine. Je ne sais pas si cette sensation est aussi en partie psychologique.
Je ne veux pas non plus dire que... Enfin, c'est ce que je pense, tu vois. Ça peut aussi être autre chose, mais ça peut simplement être cette sensation, tu vois. On remet le son pour voir si vous l'entendez. Oui, mais pas tout à fait. Encore une fois, c'est ce fameux son du home, qui n'est pas vraiment un son, comme beaucoup d'autres, non? Ni la police, ni les urgences, ni les ports ou centrales électriques n'ont signalé de panne spécifique. C'est que à Thal, au port de Thal, il y a eu un problème et il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, une grue qui déplaçait quelque chose, non. Certains affirmaient que ces sons venaient des ports, mais qu'en est-il des villes sans port qui perçoivent aussi ces sons? Le trafic maritime a été signalé comme normal ce jour-là. Le trafic aérien aussi était normal. Aucun séisme n'a été détecté, aucune tempête non plus, tout était en ordre. Plusieurs hypothèses sont avancées, sans certitude. Infrasons liés à des conditions atmosphériques, résonance structurelle d'infrastructures lointaines ou phénomènes géologiques de faible intensité. Des vibrations acoustiques amplifiées par la géographie. Beaucoup d'explications existent, mais aucun consensus pour l'instant. N'est-ce pas? Plusieurs recherches menées par des ingénieurs acousticiens ont également été réalisées pour déterminer les fréquences, et ils affirment que cette fréquence se situe à la limite de ce que nous sommes capables d'entendre. Et ce qui a été demandé, c'est qu'on enquête pour voir s'il n'y a pas une vibration qui soit en dessous de notre capacité auditive, et que peut-être nous ne la détectons pas. De plus, ce même son, beaucoup de gens ne peuvent pas l'entendre. Leur capacité ne leur permet plus d'écouter. Parce qu'il se trouve au seuil, d'après ce qu'ils disent, il est au seuil de l'audible. C'est aussi un sujet qui attire l'attention. Peut-être que maintenant que je le mets dans le son, maintenant que je l'ai mis. Peut-être. Il y aura des gens qui diront « Eh bien, je ne l'ai pas entendu, tu sais. Je ne l'ai pas entendu, non, mais oui, je l'ai mis. » Mais il y a des gens qui peut-être ne vont pas l'entendre, c'est possible. Nous allons l'écouter à nouveau et vous me direz si vous pouvez l'entendre ou non. Mais voilà le premier, celui qui est, celui que j'entends le moins, du moins moi non. Et j'en mets un autre qui est un peu plus fort, on va voir. Maintenant, on passe au suivant, d'accord? Celui-ci est un peu plus évident. Bien. Celui-ci est fou, j'espère que vous l'avez entendu, évidemment cela inquiète, non? Ce n'a pas été un épisode en même temps. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Cadix, ou ce qui s'est passé à Malaga, ou ce qui s'est passé à différents endroits, eh bien cela s'est produit à des heures différentes, à des moments différents. Cela attire aussi l'attention. Ce n'est pas un cas unique, cela s'est produit à de nombreuses reprises, même s'il n'y a aucun risque physique ou médical. L'événement, évidemment, laisse un sentiment que quelque chose ne va pas ou que quelque chose est étrange. Ça ne rompt pas avec le silence, disons, d'une nuit normale, n'est-ce pas? Des utilisateurs ont partagé leurs expériences, des commentaires de toutes sortes. Il n'est pas clair de quoi il s'agit. Et donc une série de commentaires que je vais documenter et ensuite nous en parlerons de la situation. Les sensations que les gens ressentent, non, en plus de ce que j'ai déjà mentionné, il y a d'autres sensations plus curieuses, n'est-ce pas? Nous en parlerons si vous le souhaitez prochainement, et nous continuerons à discuter du sujet. Allons aussi à d'autres affaires, d'autres sujets également importants.
L'horloge de la fin du monde, l'horloge de l'apocalypse, eh bien, elle est sur le point de donner ou de montrer qu'elle est latente. Que se passe-t-il? Il ne manque absolument rien. Il faut rappeler ce qu'est l'horloge de l'apocalypse et ce que l'on attend pour les prochaines heures. C'est ce qu'on appelle l'horloge de l'apocalypse, précisément parce que ce dont il s'agit, c'est d'avertir au sujet des armes nucléaires, n'est-ce pas? De ces armes qui, eh bien, vous et moi savons parfaitement qu'elles peuvent marquer un avant et un après pour la planète, pas seulement pour la vie, mais pour la vie même de la planète, n'est-ce pas? Salutations. Selon ce que l'on sait, l'évaluation scientifique de l'horloge de l'apocalypse est déjà terminée. À quel point sommes-nous proches d'un risque, d'une arme nucléaire, d'une situation incontrôlable? Le résultat est déjà prêt, la conclusion est déjà prête. Le bulletin des scientifiques paraît 1 à 2 fois par an. Oui. La dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était 89 secondes avant minuit. C'est comme ça qu'ils l'appellent? La décision a été prise déjà à ce moment-là. En janvier 2020, nous sommes déjà le 26 janvier. Ils sont sur le point de faire la déclaration. Eh bien, c'est assez intéressant, assez curieux, disons. L'ajustement qui va être fait ou l'ajustement que l'on pense qui va se produire. Le dernier, il me semble, c'était le 22 juin 2025, où il restait 89 secondes avant minuit. Cette horloge scientifique a été créée par Einstein et Oppenheimer à l'origine pour alerter sur les risques nucléaires du projet Manhattan. Aujourd'hui, on prend en compte des menaces plus vastes comme la crise climatique, les pandémies ou les nouvelles technologies au-delà du nucléaire. Cela reflète les risques accumulés sur la planète, y compris les guerres comme ce qui est sur le point de se passer en Iran, comme ce qui se passe en Ukraine, en Russie et dans d'autres conflits. Dans le monde entier, partout dans le monde, dans de nombreuses régions du monde, pas partout mais dans de nombreuses régions. Vous vous souvenez de cette attaque qui a eu lieu dans les installations de Fordov, Natanz et Ispahan en Iran? Cela a fait à ce moment-là que l'horloge de la fin du monde soit modifiée, c'est-à-dire que la possibilité d'une guerre nucléaire a énormément augmenté. La perception du risque engendre aussi des problèmes économiques et de santé, rien que par sa perception par la population. C'est incroyable, même dans la façon dont une société s'est planifiée, dans la façon dont une famille est planifiée, on se demande quel est l'avenir. Alors, toute cette perception et toute cette prévention qu'on veut mettre en place, c'est justement pour éviter ce problème. Non, ces problèmes, n'est-ce pas? C'est que même avec ce genre de situation, cela peut même provoquer des répercussions psychologiques chez certains groupes très sensibles. Cet avertissement est pris très au sérieux car il est indispensable. Ne pas le donner serait pire. Mais en même temps, il faut aussi que ce soit clair quelles sont ces menaces. Et qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. Mettons-nous d'accord dès maintenant pour éviter ces risques. D'ailleurs, elle a joué un rôle actif dans l'analyse et la discussion de ces risques depuis 50 ans, donc l'Université nationale autonome du Mexique. L'Université nationale autonome du Mexique travaille sur ce sujet depuis longtemps. L'horloge sera mise à jour aujourd'hui après-midi ou demain matin au plus tard, puis nous en parlerons. Ce bulletin est l'une des choses les plus attendues, surtout pour ceux d'entre nous qui travaillent dans le domaine de l'information, parce qu'il est toujours intéressant de savoir si le risque a augmenté. D'après leur analyse, qui ne vient pas seulement de scientifiques, mais aussi d'experts de tous horizons qui font leur propre analyse, eh bien, voyons s'il y a un risque de destruction catastrophique mondiale, ou si au contraire nous nous en éloignons malgré les circonstances. Le changement aura lieu le mardi 27 janvier ou demain, mais ce n'est pas à notre heure, donc il est possible que ce soit aujourd'hui, dans l'après-midi ou le soir, lorsque le rapport sera publié. L'année dernière, en 2025, l'horloge indiquait 89 secondes avant minuit, c'est-à-dire 89 secondes avant toute situation.
c'est-à-dire très proche du moment où cela pourrait devenir compliqué pour la planète, n'est-ce pas? C'est donc le moment, affirme-t-il, le plus proche depuis très longtemps. Bien que l'horloge de l'apocalypse ait été initialement créée pour suivre le risque d'une guerre nucléaire, le monde, disent-ils, fait maintenant face à de nombreuses situations à risque potentiel. Ils vont donc donner une explication à ce sujet dans les prochaines heures, alors nous resterons attentifs à cette explication, à ce qu'ils auront à dire à ce propos. Je pense que c'est un avertissement intéressant, au moins à prendre en compte. Nous reviendrons sur ce point plus tard, j'insiste. Si nous analysons ce qui s'est passé dernièrement, surtout dans les pays où la société est de plus en plus armée, surtout ceux qui possèdent des armes, un proverbe dit que la sublimation est totalement institutionnalisée, cette fois-ci, Louis, même... Il y a quelques données que j'aimerais vous commenter à ce sujet. Analysons-les. Une fois que nous aurons toutes les informations, nous les analyserons petit à petit. Abordons d'autres sujets importants. Les lunettes. En parlant de défis, regardez comment l'une des centrales thermiques d'Ukraine est complètement gelée en ce moment. Un sujet vraiment terrible. C'est ce que commente le même centre de comptage de la désinformation qui est chargé d'empêcher la désinformation sur les sujets concernant l'Ukraine. Membre du gouvernement de ce pays, il dévoile des réalités que l'on refuse soudain de voir. Voici à quoi ressemble aujourd'hui une centrale thermique ukrainienne, totalement gelée, dit-il. Il met en garde sur la situation là-bas. D'ailleurs, tous les risques nucléaires se trouvent précisément à Zaporizhia, une zone où, heureusement, en ce moment, l'Agence internationale de l'énergie atomique est présente, assurant une surveillance, veillant plutôt à ce que tout fonctionne. La surveillance. À Tchernobyl, ils travaillent sur deux choses, la surveillance et Tchernobyl, dans ce système de défense contre la radiation pour éviter sa propagation. Et à l'intérieur de Zaporizhia. Le problème, c'est que les réacteurs ont besoin d'énergie pour rester stables, et en ce moment, les réacteurs ne fonctionnent pas. Il y a un problème électrique. Paradoxalement, il y a un problème électrique là-bas. Et donc, ils n'ont pas d'énergie. Sans énergie, les réacteurs risquent de s'effondrer et de causer un incident nucléaire. Ils n'ont pas d'énergie. Cela dépend de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un organisme de l'Organisation des Nations Unies qui fonctionne encore. J'espère que ça continuera. L'Agence internationale de l'énergie atomique, sous la direction de Raphaël Grossi, a réussi à faire en sorte que l'Ukraine et la Russie ne s'attaquent pas. C'est en cours. Il y a du monde à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il répare déjà la partie électrique défectueuse pour que la centrale ait l'électricité nécessaire. Éviter un risque d'effondrement nucléaire ici. Donc on fait du bon travail. Et là, la Russie et l'Ukraine sont d'accord pour dire que ce risque, personne ne peut se le permettre, n'est-ce pas? Heureusement, ils travaillent sur ce sujet. Non, du moins jusqu'à présent, Ils peuvent parfois se mettre d'accord. Passons à d'autres sujets importants. Mais la vague de froid qui sévit là-bas aux États-Unis, mais qui sévit aussi au Canada, elle sévit où d'autre? Plus au Japon? Eh bien, regardez cette image, regardez les poteaux. C'est-à-dire, jusqu'où la neige arrive-t-elle à certains endroits du Japon? Ceci se passe à Sapporo, où l'on a officiellement signalé 54 cm de neige, rien que ces dernières 24 heures, en plus de la neige déjà accumulée. C'est pourquoi nous voyons soudain tant de neige au Japon. D'ailleurs, le Japon fait partie des 5 pays où il tombe le plus de neige sur la planète.
c'est-à-dire qu'il neige énormément dans cette région du monde. Et même dans des situations difficiles, comment fais-tu le nettoyage? Ils ont leurs appareils et machines pour ça, c'est impressionnant. Regardez, ils ont l'habitude, se protègent, se préparent et sont censés être très urbanisés pour ces situations. Mais regardez, allons dans le détail de comment va cette situation. Et pour commencer, voyons comment c'est en ce moment. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec 0 degré. Ici où nous sommes, ici à Nuevo León, dans le nord-est du Mexique, nous allons juste réduire un peu la carte, parce qu'elle est vraiment grande. Nous allons la réduire un peu et observer. Alors, comment est le froid en ce moment? Trouvé ce soir, non? Comment sera la situation ce soir? Passons à cette situation, regardez dès le début, que puis-je vous dire? Enfin, on le voit, n'est-ce pas? Il fait froid pratiquement dans presque tous les États-Unis. Au Canada, inutile d'en parler, vous pouvez déjà imaginer le froid qu'il fait, selon les dernières données. D'ailleurs, malheureusement, il y a eu plus d'incidents mortels, plus de personnes sont décédées. On confirme maintenant 11 personnes qui ont perdu la vie dans ce qu'on appelle une tempête féroce. Ils affirment qu'il y a des cas d'hypothermie en Louisiane, au Texas et au Tennessee. À New York, il y a également eu 5 personnes retrouvées mortes à l'extérieur. Malheureusement, des sans-abri ont aussi perdu la vie et plus d'1 million de foyers et d'entreprises sont restés sans électricité toute la nuit. Le Tennessee a été le plus touché, près de 9% des usagers y ont signalé des coupures de courant. La Louisiane, le Mississippi, le Kentucky, la Géorgie et le Texas sont des États des États-Unis touchés. 20 États sont en état d'urgence. En ce moment, 20 États en état d'urgence. Imaginez-vous, c'est quelque chose d'assez, étrange, non? Ces 20 États couvrent les 2/3 du pays. Sous l'effet de la tempête arctique, le district de Columbia a aussi déclaré l'état d'urgence. Washington. Oui, cela aussi à cause de la glace, de la neige et des températures dangereuses. Le Service national de météorologie a averti que cet événement pourrait avoir des conséquences catastrophiques. On a relevé plus de 20 cm de neige et des couches de glace paralysant des villes entières. Environ 17 000 vols ont été annulés ce week-end, selon FlyAward. Selon eux, il s'agit de 15 000 d'autres médias évoquent 17 000 uniquement pour le week-end, sans compter ce qui s'ajoute aujourd'hui. Le secrétaire au transport, Sean Duffy, a confirmé qu'il s'agit du pire effondrement du trafic aérien depuis la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Jamais un effondrement aérien n'a été aussi grave. Peu de vols peuvent partir et il y a déjà eu des incidents. C'est aussi très grave et il faut en tenir compte. Parmi les choses qui se passent en ce moment, qu'est-ce qu'on sait de cet endroit, de ce qui se passe dans cette région du monde? Eh bien, tout d'abord, Philadelphie, Washington, New York et Boston ont été couvertes par la tempête. Les supermarchés dans plusieurs régions signalent des rayons vides à cause des achats de panique face aux alertes de neige et de température. On va se déplacer un peu plus de ce côté, on va venir un peu plus par ici. On va aussi lire les commentaires pendant qu'on fait le reportage, parce qu'il y a plusieurs choses à commenter dès le début. Merci beaucoup à ceux qui mettent déjà un like, merci à ceux qui partagent. Très bonne soirée, bon après-midi, Bayo, salutations, il dit « Bon après-midi à toute la communauté, super Bayo, comment vas-tu ?» Pouvoir vous voir, pouvoir vous écouter, plutôt vous lire et aussi vous écouter de temps en temps. Et puis vous nous envoyez des audios, vous nous envoyez aussi des messages, vous nous envoyez des vidéos, merci beaucoup pour ça. Il dit « Ce sont 7 trompettes, combien en avez-vous entendu ?» demande Wilbert. « Comment as-tu été à Roche ?» Salutations à toute la communauté qui arrive, merci beaucoup de nous accompagner. Adelson, comment vas-tu? Il dit qu'ici il fait humide et il ne gèle pas, mais la sensation est pire, selon les gens. Super, salutations, merci beaucoup pour le commentaire. Allons-y donc avec tout ce qui se passe. Écoutez, tout d'abord, merci encore à la communauté qui nous soutient. Merci beaucoup d'être avec nous ici, dit-il. Je laisse ma trace pour prouver mon existence.
Et si la troisième éclatait aujourd'hui, dit-il. Alejandro non, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais je te salue chaleureusement. Sol Garcia, comment vas-tu? Ça va? Un lionceau nous envoie ça, merci Sol. Cynthia, comment vas-tu? Très bon après-midi, salutations à Astrid aussi, merci beaucoup, bien sûr. Tu vas bien en fait, tu es en train d'écouter, enfin, tu es plutôt en train de lire. Leonardo, comment vas-tu? Passons à plusieurs détails, regardez. Certains États, dont New York, Pennsylvanie et Connecticut, ont déjà fermé les routes commerciales du Texas à New York. Il est demandé que tout voyage à effectuer soit uniquement en cas de nécessité extrême. Il y a aussi des sensations de moins 45 degrés Celsius venant du Canada, selon les rapports, une chute thermique, assure-t-il, sans précédent. Par endroits, la sensation thermique tombe sous 45 degrés C. Le rapport sur la sensation thermique la plus extrême vient aussi du Canada, mais il s'agit de moins 55 selon la dernière donnée. Le rapport recommandait simplement de rester chez soi, sans sortir, marcher ni conduire. C'est extrêmement dangereux à cause du verglas, c'est l'une des formes de glace les plus redoutables, parmi les plus compliquées, disons, face au climat extrême. Il vaut mieux éviter de sortir, à moins que ce ne soit vraiment très nécessaire. Il restera actif et pourrait encore affecter le pays dans les prochains jours. Ce n'est pas fini aujourd'hui ou demain. Cela pourrait durer quelques jours de plus, il faut en tenir compte. La crise devrait s'intensifier. Les autorités locales et fédérales recommandent de faire des provisions de nourriture, d'eau et de médicaments pour tenir le coup. Restez à l'intérieur de vos maisons. En cas de problème médical ou de souci, soyez attentifs, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Juste une seconde. Salut, ici les gens, eh bien Shivamas. Te voilà. Bon, écoutez, nous sommes tous ensemble. Mais pour commencer, eh bien, le temps va continuer comme ça pendant plusieurs jours. Nous continuerons à vous tenir informés dans les prochains jours et heures. Il va évidemment se passer des choses, non? Il faut rester attentif et continuer à discuter de la situation. Merci à ceux qui partagent les images, elles étaient vraiment intéressantes. Et donc en Espagne, dans certaines régions d'Espagne, dans certaines régions d'Europe aussi, le climat a été très compliqué. Alors prenez soin de vous aussi, s'il vous plaît. Passons à d'autres sujets également très intéressants. Voyez-vous, Israël aurait déjà confirmé l'identité du dernier otage que le groupe terroriste Hamas aurait tué, le dernier qui restait à Gaza. Du moins, c'est ce qui est rapporté. Eh bien, évidemment, c'est aussi quelque chose d'important. Non, eh bien, ce n'est pas très clair Eh bien, quelle va être la prochaine étape? Nous n'allons pas mettre l'image ici, nous allons la mettre un peu plus petite. Mais, eh bien, il est... Et c'était essentiel pour continuer avec la paix. Il est la personne qui trouve. Évidemment, le sujet est extrêmement compliqué, surtout en pensant que, eh bien, la famille voulait savoir où il était, n'est-ce pas? Pour commencer, s'il était en vie ou non, on soupçonnait déjà qu'il n'était plus en vie. Et en effet, cela se confirme car on retrouve les restes de cette personne. Il y a eu une opération, un mouvement très important hier, et ils ont récupéré cette personne. Eh bien, le corps, non. Donc la situation est la suivante. Les forces de défense israéliennes ont confirmé qu'ils ont retrouvé le sergent Raël Gibil. Il a été retrouvé sans vie et son corps a été rapatrié en Israël. Non, cela ne faisait pas avancer le plan de paix qui est en cours en ce moment, n'est-ce pas?
Cela aussi, il est important que ce soit pris en compte et que, d'après ce qui a été rapporté, Gil a été capturé depuis le 7 octobre. Oui, il était dans un kibbutz. Il défendait un kibbutz lorsqu'il a été pris en otage. Malgré sa convalescence pour une fracture à l'épaule, le jeune sergent a mis son uniforme et affronté les assaillants armés. Surnommé Ron le défenseur d'Alumine. C'est ainsi qu'on l'a appelé Gibil, appartenant à l'unité Yazam Negev de la police israélienne, spécialisée dans les opérations dans les zones sensibles du sud du pays. La nouvelle a bouleversé Israël, où Gibil est devenu un symbole de résistance et d'héroïsme pour ses familles. Avec son retour, Israël estime achever le processus de récupération de tous les otages restants à Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué l'opération, affirmant que la promesse de ramener tous les otages avait été respectée, vivants ou non. Donc, cela est maintenant confirmé. D'autre part, laissez-moi aussi vous parler de ce qui se passe en Russie, car il y a également des détails importants dans cette région du monde. Passons à ce qui se passe et merci beaucoup à ceux qui nous accompagnent en direct. Merci à ceux qui sont avec nous en direct aujourd'hui. Écoutez, si vous voulez nous envoyer des images, s'il vous plaît, faites-le via mon adresse email joseppnvivo.com, ppnvivo.com. Ainsi, selon ce qui est rapporté en ce moment, la Russie exige tout le Donbass, c'est-à-dire que la Russie insiste sur le fait que la seule façon de négocier est de prendre tout le Donbass. Et face à cela, il y a évidemment aussi des réactions qui se produisent face à la possibilité d'atteindre ou de ne pas atteindre la paix. Non, le problème c'est qu'il ne semble pas y avoir une réelle intention, sincèrement. C'est-à-dire qu'il ne semble pas y avoir une réelle intention d'atteindre la paix. Et pas seulement cela, mais la guerre, il semble qu'elle va continuer et continuer et continuer encore pendant longtemps. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Le Kremlin réitère qu'il n'envisagera la paix que si la région du Donbass est complètement cédée, ce qui a également été confirmé par Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. À quoi servent les négociations sans elles ? Il n'existe aucune possibilité de négociation, du moins pour l'instant cela n'a pas eu lieu. Selon Moscou, 90% du Donbass, selon leur dire, est sous leur contrôle. Ce que dit l'Ukraine, c'est que c'est qu'ils n'en contrôlent même pas la moitié et qu'ils ne vont pas céder un territoire qu'ils n'ont pas gagné lors du conflit. Les médias russes évoquent un accord, soi-disant entre 2000 et 25 000, presque à la fin, dans lequel, soi-disant, Vladimir Poutine et Donald Trump se seraient mis d'accord pour geler les lignes de front. Mais tout remettre au Donbass et ne plus avancer, soi-disant. Et ce que dit l'Ukraine, c'est que toute négociation doit avoir la garantie totale de l'OTAN, ce qui, là aussi, n'a pas été clairement établi. Hier, on a affirmé que l'accord était prêt, voyons si c'est vrai. Mais en attendant, que se passe-t-il sur le front, donc dans la guerre actuellement ? Allons dans le détail. Selon les informations, une trentaine de drones ont attaqué des infrastructures clés ce matin. Aujourd'hui, entre le 25 et le 26 janvier, 138 drones ont été lancés, du moins ceux détectés. Lors de l'une des offensives les plus intenses du mois, 110 des 138 drones ont été interceptés et détruits, et 21 drones ont frappé 11 localités différentes. On joue à ça, non ? On lance massivement des drones. Et ils savent déjà qu'environ 5% vont arriver. 10%, parfois 20% au maximum. Ça dépend aussi du jour, non ? Mais si un certain pourcentage suffit, cela peut provoquer des coupures de courant ou des problèmes, comme actuellement, non. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Maintenant, passons à d'autres sujets également intéressants. Vous voyez, il y a un rapport, une alerte nationale qui a été lancée par Barack Obama. Le rapport indique que la mort d'Alex Petri, infirmier, est une tragédie. C'est aussi un signal d'alarme pour tous les Américains, peu importe leur parti, car nos valeurs fondamentales sont de plus en plus attaquées, affirme Barack Obama.
Et regardez, le candidat, ou plutôt le candidat gouverneur du Minnesota, républicain, est sorti. Regardez bien. Ce que ce candidat a dit, écoutons-le. Aujourd'hui, j'ai annoncé la fin de ma campagne. J'ai 2 raisons principales pour cette décision. Il se retire de la campagne alors qu'il est le favori, mais il se retire. Pourquoi ? Pourquoi le candidat républicain du Minnesota se retire-t-il ? Le candidat républicain au poste de gouverneur du Minnesota, Chris Mandel, se retire affirmant qu'il ne peut soutenir les représailles nationales des républicains contre l'État. Et il qualifie l'effort de Donald Trump, il le qualifie d'effort de contrôle de l'immigration au Minnesota comme un désastre absolu. C'est ce qu'il dit. Eh bien, il n'est plus, disons, candidat au poste de gouverneur du Minnesota, n'est-ce pas ? Cela aussi, c'est intéressant, parce que ça met la pression sur les républicains, au final. C'est-à-dire ? Cela montre que les gens sont très contents ou très déçus, voire en colère, face à ce qui s'est passé au Minnesota. Et c'est qu'en une seule semaine, 2 citoyens américains ont été éliminés sans représenter une menace par les autorités de l'Immigration and Customs Enforcement. Évidemment, ce message est beaucoup plus long. Si vous le pouvez, regardez tout ce que dit le candidat au poste de gouverneur du Minnesota. Si c'est le cas, cela me paraît très intéressant pour comprendre cette situation, non ? Un autre bon exemple. Divers dirigeants républicains et démocrates sont venus tenter d'apaiser la situation, non ? Regarde, même Trump lui-même n'a plus rien à faire. Et il a envoyé Tom Homan au Minnesota. Qui est Tom Homan ? Non. C'est-à-dire ? Allons dans le détail de ce que fait Trump pour essayer de calmer un peu les choses. Même si certains disent pas que le contraire, il semble vouloir créer encore plus de problèmes, non ? Tom Homan a été déployé à Minneapolis après le décès de 2 citoyens américains en moins d'une semaine. Environ une semaine. Le président des États-Unis a annoncé aujourd'hui l'envoi du tsar des frontières Tom Homan à Minneapolis. Suite à cette situation, la ville vit des semaines marquées par des protestations et, à certains niveaux, même par des émeutes. Selon ses propres mots, Homan, le tsar anti-immigrant, affirme qu'il va essayer d'apaiser la situation, supposément. Et il apprécie beaucoup de gens là-bas. Selon le dirigeant, cela pourrait être la clé pour réduire la tension. Qui sait, mais la porte-parole Caroline Leavitt a déclaré que Homan sera chargé de poursuivre les arrestations des pires criminels étrangers. Il dit, c'est comme ça qu'il le dit, en jetant encore plus d'huile sur le feu. Eh bien, la situation est déplorable et clairement, elle est loin d'être comprise par le gouvernement Trump. Passons à d'autres sujets également importants, puisqu'il y a aussi des mouvements à l'intérieur de Cuba. Voyons les détails. Il se passe quelque chose à Cuba, il y a des mouvements militaires. Même la Russie a déjà publié un message dans lequel elle affirme qu'en effet, elle voit venir un mouvement des États-Unis. Regardons l'image qui apparaît en ce moment, car il y a déjà une image à caractère militaire de la part de Cuba, c'est celle-ci. Allons-y. C'est-à-dire, c'est une image où l'on voit une sorte d'hélicoptère militaire, pas des exercices militaires, tout cela c'est Cuba, non ? Donc, pendant ce temps. Et Miguel Díaz-Canel, dans son discours officiel, a lancé un message en citant une phrase de Fidel Castro, n'est-ce pas ? Tant que l'impérialisme existera, le parti, l'État et le peuple accorderont la priorité à la défense. La garde révolutionnaire ne sera jamais négligée. Et donc, ils ont mis tous ces messages et avec des images, pas de militaires, non comme pour dire qu'ils sont prêts, soi-disant non. Mais la Russie a bien envoyé un message, et le message est essentiellement qu'ils ne recevront pas d'aide de la Russie. Oui, bien sûr, de façon plus élégante et diplomatique, mais c'est tout ce qu'ils disent. La Russie annonce un blocus naval de Cuba après l'opération militaire aux États-Unis. Au Venezuela, le Kremlin dénonce également que ce blocus contre Cuba, après la capture de Maduro, répond à des manœuvres militaires qui sont déjà observées.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a mis en garde lundi contre un possible blocus naval total de Cuba, évoquant des informations alarmantes détenues par la Russie. On a appris qu'un blocus total arrive et qu'ils surveilleront la situation. C'est tout, non? Ce n'est pas la même chose qui s'est passé avec le Venezuela. En gros, non. C'est important et curieux, non? Passons à autre chose, d'autres images. Bon, il apparaît là-bas avec plusieurs personnages, disons déjà assez connus dans le domaine militaire. N'est-ce pas? Là, on voit Diaz-Canel, des images en uniforme militaire, avec des missiles en arrière-plan, etc. Vous savez, tout ce sujet, soi-disant des armées militaires, maintenant dans les messages, dans ce que Canel et la Russie ont envoyé. Le mouvement qui arrive est pour modifier, mais celui-ci ne va pas se produire tout de suite. Il va se produire à la fin, soi-disant en 2026. C'est-à-dire la stratégie ou l'étape suivante dans ces démarches que fait Trump contre de Chavez, du chavisme et du castrisme. Non, cela va continuer. Il faut se rappeler que Marco Rubio est là pour une raison, ou bien Marco Rubio est-il devenu secrétaire d'État précisément pour cela? Il est d'origine cubaine par ses parents et il occupe en fait le poste le plus élevé pour un hispanique aux États-Unis. Du moins pour l'instant. C'est-à-dire, il n'y a que Trump au-dessus. Et juste en dessous, il y a le secrétaire d'État parce que faut se rappeler que le vice-président n'a pas beaucoup de fonctions tant qu'il reste vice-président. Donc le secrétaire d'État est un opérateur, et un opérateur tourné vers l'étranger, vers l'extérieur. Selon les médias américains, Washington suivrait le modèle vénézuélien. Pression militaire et blocus pendant des mois, puis tenter de provoquer le renversement. Les forces militaires ont diffusé des images et plusieurs exercices militaires sur l'île des États-Unis. Eh bien, c'est ainsi que nous commençons la journée aujourd'hui dans cette situation, qui continue aussi de s'aggraver. C'est aussi, important, passons à d'autres sujets intéressants. Vous vous souvenez de ce monsieur Ted Cruz? Dans des enregistrements secrets. Des enregistrements qui ont été révélés à ce jour et ces derniers jours, plusieurs commentaires du même Ted Cruz sont apparus, dans lesquels il est très dur dans ses critiques envers la stratégie tarifaire de Donald Trump. Et cela montrerait comment il y a de plus en plus de républicains qui ne sont pas très à l'aise avec les stratégies, en particulier sur la question des tarifs douaniers. Selon les rapports, le sénateur Ted Cruz s'est attaqué en privé aux tarifs douaniers et s'est même moqué du vice-président Vance. Des enregistrements audio exclusifs de 2 réunions privées entre Ted Cruz et des donateurs républicains ont récemment fuité, notamment sur Axios, où le sénateur adresse de vives critiques à des personnalités comme Vance, le qualifiant de nuisible en raison du fait qu'il n'y a pas eu la croissance attendue, la croissance économique attendue. Et en effet, lorsqu'on observe par exemple ces hausses de l'or que nous voyons en ce moment, des hausses de l'or. Une chute du dollar, c'est-à-dire une chute du dollar par rapport par exemple à l'euro, et qui vient de beaucoup plus haut par rapport à l'euro, donc le dollar vient de beaucoup plus haut et il ne cesse de baisser. Il se trouve à l'un des points les plus faibles du dollar de son histoire. Face à cela, donc, les critiques ont été assez virulentes, pas seulement de Ted Cruz, mais l'une de celles qui attire l'attention est celle-ci. Ces critiques apparaissent alors que Ted Cruz souhaite clairement se présenter à la présidentielle de 2028. Et il pourrait commencer à y avoir cette première fracture au sein des républicains. Il savait qu'il faudra avoir une vision différente si l'on veut avoir une chance de gagner les élections à cette date-là. Et ça arrive vite, d'ici 2028, ça passe plus vite qu'on ne le pense.
Alors attention à ce qui se passe chez les républicains, il faudra surveiller, mais il semble que la division soit de plus en plus forte. Abordons d'autres sujets intéressants. Regardez, ils ont intenté une action en justice. Cette action vise la salle de bal de 300 millions de dollars qu'ils construisent de là-bas à la Maison-Blanche. Cela a été demandé. La plainte a été déposée par un groupe d'experts sur le sujet. Ces groupes gouvernementaux chargés de la préservation forment le Fonds national de préservation historique, dans laquelle, ce qu'ils ont fait, c'est dire qu'il faut arrêter la construction. Une salle de la Maison-Blanche a été détruite, faisant partie de l'histoire des États-Unis. Et face à cette situation, ils sont très mécontents. Une plainte a été déposée, mais Trump répond et dit que c'est ridicule, dit-il. Le simple fait de présenter cette plainte ridicule a déjà révélé ce fait, jusqu'à présent considéré. Pour l'instant, on ne sait même pas très bien comment toute cette aile va être construite. Ils affirment que c'est top secret pour le bal, mais insistent aussi sur le secret. Le projet est financé uniquement par des dons privés, comme expliqué. Cela attire aussi l'attention, car ce sont des dons privés pour un sujet public et sensible. La salle de bal coûte 300 à 400 millions de dollars et il a salué les donateurs pour cette construction sans fonds publics. Néanmoins, le projet a soulevé des questions juridiques et éthiques, en particulier à cause de l'utilisation de dons privés dans une installation fédérale à haute sécurité. Ce n'est pas bien vu. Si c'était une place, si c'était quelque chose pour tout le monde, non, mais là, c'est autre chose. C'est la Maison-Blanche, c'est-à-dire que cela fait partie de la construction de la Maison-Blanche, financée par des entités privées. Évidemment, cela a suscité des réactions. Passons à d'autres sujets. Que se passe-t-il en Iran? Allons-y. Les propriétés des avions américains qui ont été offertes par des Américains sont devenues les premières à être utilisées dans leur propre construction. Selon les dernières sources, certains disaient qu'il était proche, d'autres qu'il était là, mais qu'il manquait encore quelque chose. Une partie des destroyers et toute la flotte qui accompagne le porte-avions n'était apparemment pas complète. Ils assurent qu'elle est déjà prête, qu'elle est proche, ou à une distance suffisante pour lancer n'importe quelle opération à l'intérieur de l'Iran, si cela devenait nécessaire. Le porte-avions Abraham Lincoln est arrivé au Moyen-Orient, accompagné d'éléments clés, et la flotte serait déjà prête. Ils seraient dans l'océan Indien, sans précision, mais on pense qu'ils sont dans cette zone. Ils ne seraient pas dans le golfe d'Oman comme prévu, mais plutôt vers l'océan Indien, donc dans cette zone. Mais on ne sait pas exactement où. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont déjà en position de possibilité d'attaque. Le groupe du porte-avions United States Ship Abraham Lincoln est déjà dans l'océan Indien sous commandement central américain, ce qui le place à distance. Ce qui assure qu'il est déjà opérationnel pour l'Iran si jamais il était nécessaire d'attaquer ce pays. Bien qu'il n'y ait pas d'ordre officiel d'attaque de la part du président Trump, des options sont en cours d'évaluation, mais l'attention est à son maximum. Mais il n'y a pas d'ordre public. Au moins, le régime iranien fait face à une vague croissante de protestations internes. D'après ce que l'on sait, il y aurait au moins 5500 personnes qui auraient perdu la vie, qui auraient été éliminées par le régime lui-même. D'autres affirment que les chiffres sont bien supérieurs, évoquant 30 000 à 50 000. On cherche à confirmer avec les noms, mais on sait que 5 520 personnes, noms et prénoms, auraient sans perdu la vie. 17 000 personnes sont détenues et pourraient aussi être éliminées, car on veut leur appliquer la peine maximale.
Donald Trump a averti qu'il interviendrait en Iran si ce type d'opération continue, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de date ni d'indication sur le moment où la ligne rouge pourrait être franchie. Les Iraniens ont présenté une série de mouvements, y compris une fresque représentant des avions de chasse au-dessus du navire de guerre américain. Lançant davantage d'avertissements, ils affirment qu'ils sont prêts. Il faut aussi rappeler que ce week-end, le guide suprême, Ali Khamenei, a été emmené d'urgence dans un bunker secret. Apparemment, différentes sources ont commencé à révéler cette situation. Les milices pro-iraniennes, appelées Kataeb Hezbollah, ont lancé un appel à la guerre totale en soutien aux Iraniens. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, il y a des milices en Irak et dans les environs, disons, du Moyen-Orient, qui pourraient également entrer en action en cas de guerre. Qui sait même où elles pourraient opérer, mais ce sont des milices dont eux qui obéissent à l'ayatollah. Le groupe d'attaque inclut aussi porte-avions, destroyers, navires anti-aériens, croiseurs lance-missiles et hélicoptères MH-60R, ou les Hawks, ou plutôt les Seahawks, qui sont comme ceux qui sont entrés là-bas au Venezuela. Tout cela déjà prêt. Aujourd'hui, on a également révélé plus d'informations sur cette arme secrète, non, sur cette soi-disant arme secrète qui désactive l'esprit, pas les personnes. L'une de ses caractéristiques est que la personne ne peut pas penser clairement, et aussi, par exemple, ses intestins n'ont à la fois le gros et le grêle. Ils n'ont pas de contrôle, donc, ils se font dessus. En gros, tant que cette arme, ce son fonctionne, les personnes n'ont aucun contrôle. Non, dans ce sens-là, sur ce sujet. Le fait est qu'il existe certains types d'armes sonores pour lesquelles il suffit simplement de mettre des bouchons d'oreille et cela suffit à arrêter le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une arme impossible à bloquer. On peut la bloquer. Certains types d'armes produisent ce genre de son même avec des bouchons d'oreille. Il ne se passe plus rien, donc ce n'est pas la solution. Si on te surprend, c'est un problème, comme apparemment avec le Venezuela. Mais ce n'est pas irréversible non plus. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas comme s'ils entraient de là-bas comme au Venezuela, non. Il faut rappeler que l'opération de juin a été énorme, non ? Mais il faut se rappeler qu'il y avait du renseignement depuis des mois, pour agir contre tous les lanceurs de canons et les radars que l'Iran possédait. Cela a aussi permis la situation en juin, sinon ça aurait été bien plus compliqué. Passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Il dit que sur Mars, on a découvert quelque chose qui pourrait faire la différence au moment d'y aller et d'y installer une base par là-bas, non ? Ils assurent que cela devient de plus en plus faisable malgré la radiation et d'autres problèmes à résoudre. Mais selon les dernières données, cette nouvelle étude affirme que l'atmosphère de Mars contient suffisamment d'humidité pour extraire de l'eau pour de futurs établissements humains. C'est-à-dire qu'avec certains appareils qu'on pourrait installer autour d'une base, à partir de l'air même qui s'y trouve, on pourrait obtenir suffisamment d'eau. La recherche a été menée par le docteur Basils Inglesakis, du département de génie chimique de l'université de Strathclyde, déjà publié dans Advancing Space Research. Cette revue scientifique a donc déjà publié cet article dans lequel l'étude démontre qu'il y aurait des sources d'eau sur Mars, que ce serait le même environnement. Il mentionne juste la glace souterraine et d'autres sujets, mais rien de plus. La vapeur atmosphérique présente dans le sol et dans l'air, disons, est suffisante pour pouvoir obtenir de l'eau, au moins pour subsister. Mais si tu ajoutes la glace qu'il y a sous la Terre, etc. Sa conclusion est sans que l'option la plus viable serait la glace, en raison de sa quantité sous la Terre. Non, mais même l'atmosphère elle-même serait suffisante pour être là. Il précise aussi que l'extraction de l'eau de l'air nécessite de l'énergie, probablement solaire. L'étude compare aussi diverses technologies
de récupération d'eau, évaluant leur consommation d'énergie, leur capacité d'adaptation à grande échelle et leur pertinence selon les régions du monde. Selon la région, la stratégie pour obtenir de l'eau sera différente. L'accès à l'eau sera la clé, non seulement pour la consommation, mais aussi pour la construction. On veut atterrir sur Mars en utilisant le même matériau que celui de la planète, donc les mêmes roches, etc. On a envisagé de créer une sorte de ciment avec le matériau déjà présent là-bas. Et cette sorte de ciment entrerait dans une sorte d'imprimante, une machine de construction et une imprimante qui fabriquerait une sorte de bloc ou de brique, quelque chose comme ça, et c'est cela qui servirait à construire une base plus solide. Le document souligne qu'il est important de planifier des sources d'eau autosuffisantes pour des missions soutenues et la colonisation éventuelle, sur Mars. La recherche arrive au moment où la National Aeronautics and Space Administration et SPACEX planifient déjà des missions habitées vers Mars pour la prochaine décennie. Mais cela reste à voir. Mais voilà, il y a une recherche du docteur Iglesakis qui sera sûrement prise en compte le moment venu. Toute cette recherche, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes intéressants et notre prochaine salutation. Les scientifiques découvrent ce qu'ils appellent la courbe universelle. Eh bien, c'est quelque chose d'important à comprendre, car certaines espèces n'ont pas autant évolué et d'autres oui. Comment cela se produit-il? À quoi fait référence ce scientifique à ce sujet? Allons dans le détail, c'est très intéressant à comprendre, car cela explique peut-être comment nous sommes ou comment de nombreuses espèces se sont développées. Allons dans le détail. Pour commencer, énormément. Merci. Un grand salut à tous ceux qui nous regardent en direct, partagez et mettez un like, c'est très important. Des scientifiques du Trinity College ont découvert une situation très mystérieuse. Un sujet qui affirme qu'il y a quelque chose qui limite l'évolution entre les êtres vivants, et qu'ils appellent la courbe universelle. L'équipe internationale de scientifiques du Trinity College de Dublin l'aurait identifié. Ce que nous appelons la courbe universelle de performance thermique, c'est ainsi qu'ils l'appellent, ou la courbe universelle de performance thermique, c'est aussi comme ça qu'on la connaît, c'est la courbe qui définit comment les organismes vivants réagissent à l'augmentation des températures. Leur performance s'améliore progressivement jusqu'au point optimal, mais au-delà de ce point, elle s'effondre à nouveau de façon spectaculaire. C'est-à-dire, curieusement, il existe une température idéale pour l'évolution, et tant que tu restes à cette température, eh bien tu vas évoluer très rapidement. Un peu plus que cette température et l'évolution chute drastiquement. Tu mens? Le schéma a été confirmé après l'étude de nombreux organismes, des reptiles aux micro-organismes, tous alignés sur la même courbe thermique, ce qui suggère qu'il existe une limite évolutive commune. La découverte renforce l'idée que les espèces luttent constamment pour s'adapter au climat, car elles sont piégées dans une contrainte physiologique thermique universelle. La surchauffe ou le refroidissement excessif d'une zone peut entraîner de graves défaillances physiologiques, voire la mort. Et ce risque fait que soudainement, cette évolution s'arrête ou progresse énormément. Il affirme que la courbe semble presque universelle. Les chercheurs soupçonnent que certaines espèces pourraient apprendre à contourner cette règle thermique. Ils cherchent désormais des cas hors normes. En attendant, ils disent que ce que nous observons, la majorité des êtres vivants ne se trouvent pas sous cette courbe qu'ils appellent cette courbe thermique universelle. En gros, maintenant, ils cherchent des êtres vivants qui se trouvent dans une situation différente ou des êtres vivants qui évoluent. Malgré cela, malgré le fait de ne pas être à l'intérieur de cette courbe, ou malgré le fait d'être aux extrémités de cette courbe pour ainsi dire. L'étude a déjà été publiée pour être examinée par d'autres scientifiques dans le Proceeding of National Academy of Science.
Ces chercheurs sont Jean-Francis Ardoli, Nicolas Payne, à la tête de cette recherche. Bien que cette étude soit révolutionnaire, il faut encore que d'autres scientifiques examinent cette théorie. Non, cette idée, cette hypothèse, pour déterminer à quel point ce développement est vrai, n'est-ce pas? En attendant, passons à d'autres sujets, également importants. Et même Bill Clinton est déjà sorti pour parler du sujet, de ce qui se passe avec l'Immigration and Customs Enforcement. L'ancien président Bill Clinton a aussi lancé un avertissement ferme sur la situation aux États-Unis. Il affirme que la démocratie aux États-Unis est en alerte. Selon les rapports, l'ancien président adresse une critique sévère à merci d'avoir regardé la vidéo tirée sur Alex Pretty, cet infirmier qui manifestait à Minneapolis. Clinton accuse le gouvernement d'utiliser des agents fédéraux masqués pour enlever des personnes, y compris des enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Des enquêtes menées par un État ou une localité, simplement pour protéger ces personnages de l'aide à l'investigation sociale. Il a comparé les récents abus à des situations qu'il n'aurait jamais imaginées aux États-Unis. « Je n'aurais jamais imaginé voir cela », dit-il, appelant les citoyens à défendre les libertés constitutionnelles avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, je vous dis donc que plusieurs dirigeants de la journée ont déjà tout entendu. Merci d'avoir regardé la vidéo Liberté de ce pays. Cela attire également l'attention aujourd'hui. Passons donc à d'autres sujets intéressants. Merci. Remarquez qu'il continue d'apparaître des informations sur cette découverte qui a été faite à l'intérieur des pyramides de Gizeh. De toute cette situation, tout ce qui a été révélé, il y a des informations très intéressantes. Allons dans le détail de ce qui a été découvert. Selon les rapports, les nouveaux scans par radar à ouverture cinétique révèlent une structure souterraine colossale cachée sous le plateau de Gizeh, encore plus grande que ce que l'on pensait. Ils assurent qu'à près de 1200 mètres de profondeur, ils révèlent qu'il y a quelque chose là-bas. L'Italien Filippo Biondi a rapporté qu'il y a quelque chose là-bas, et il affirme que cela doit être étudié en profondeur. Ils assurent qu'on utilise également un satellite italien appelé Cosmo Skymet, ainsi qu'un autre des États-Unis, un satellite nommé Capella Space. Ils affirment avoir détecté des piliers jusqu'à 20 mètres de diamètre en spirale et des puits verticaux de 600 mètres de profondeur. Il affirme aussi qu'il existe des chambres cubiques de 80 mètres sous les 3 pyramides de l'île Sphinx. De quoi s'agit-il, dit-il ? Il affirme que cela n'aurait pas pu être construit à cette époque, c'est-à-dire en dessous. Il affirme également que l'origine de ces structures remonterait à une époque bien plus ancienne. Et cela, c'est déjà une information qui sort de ce qui est scientifiquement accepté, disons. Mais selon ce qu'ils disent, leurs données indiqueraient un âge d'environ 18 à 20 000 ans en arrière. C'est-à-dire qu'elles seraient anciennes, même antérieures aux pyramides. C'est-à-dire avant ce refroidissement global qui a eu lieu à l'époque. Donc c'était une ère glaciaire temporaire qui a eu lieu il y a environ 11 000, 12 000 ans, elle serait antérieure à cela. D'après ce qui est rapporté, on a même trouvé des résidus de sel marin dans certains des tunnels. Et cela renforce l'idée qu'il y a eu un cataclysme océanique à un moment donné entre la construction originale et les pyramides. L'archéologue Sagi Hawass a aussi qualifié cette théorie d'absurde, affirmant qu'il est impossible d'expliquer ses propos. Mais bon, comme je vous le dis, les archéologues sont totalement en désaccord avec ce qu'il dit. Il y a 200 scans satellites. Il affirme qu'il tire des conclusions beaucoup trop rapidement à ce sujet. Et, du point de vue le plus orthodoxe, ils disent mais que ce sont des absurdités.
Bon, on verra bien ce qui se passe, mais pour l'instant, il y a vraiment ces deux positions qui s'affrontent très fortement. Il dit qu'ils n'enquêteront pas, que ce serait une erreur, que ce serait illogique, mais d'un autre côté, il y a les archéologues les plus orthodoxes qui disent non, 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 ce n'est pas comme ça, on verra avec le temps. Passons aux commentaires. Commentaires. Comment ça va? Comment vous allez? Merci beaucoup de nous accompagner. Carlos Martinez, comment tu vas? Très bien, José Sabaté, comment tu vas? Un grand salut à la communauté, merci beaucoup de nous accompagner. Luis Antonio, comment tu vas? Un grand salut aussi. Merci à toute la communauté présente, en direct ou en différé, d'être avec nous. Écoutez, Luis Antonio dit bon après-midi. Il faut distinguer liberté et libertinage. Selon Luis Antonio, la liberté implique d'accomplir ses devoirs et d'avoir des droits, sans enfreindre la loi. Eh bien, bien sûr, non. Qui dit le contraire? Qui a dit autre chose? Non, je ne pense pas que quelqu'un ait dit autre chose, dit-il. Léonard. Peut-être que le sujet de l'eau est déjà prêt. Salutations, Luis. Salut, Léonard, dit-il. Peut-être que l'eau de Mars est déjà prête. Je ne pense pas. Mais il reste encore à résoudre les problèmes physiques causés par la pesanteur et le rayonnement cosmique, dit-il. Celui-ci, Léonard, comment vas-tu, Léonard? Alors, quoi de neuf? Comment ça va, non? Et alors, attends, laisse-moi vérifier quelque chose, dit-il. Elle a environ 38% de la gravité de la Terre, c'est-à-dire un tiers de celle de la Terre. Cela signifie qu'une personne pèserait beaucoup moins. Par exemple, quelqu'un de 70 kg pèserait 26 kg. Sur Mars, on ne flotterait pas comme dans l'espace, juste plus léger. Oui, c'est ça. Il doit y avoir un certain effet, mais ce n'est pas comme s'il y avait gravité ou absence de gravité, c'est-à-dire l'effet de l'espace qui te fait grandir, etc. Eh bien, ce ne serait pas si grave ou si problématique sur Mars, non? Maintenant, une vie longue sur Mars, peut-être que là, c'est autre chose. Non, parce que lorsque tu reviendras, ce sera beaucoup plus difficile. Comment générer une sorte de structure qui te donnerait une gravité terrestre au moins quelques heures par jour, pour éviter de mal finir, n'est-ce pas? Oui, beaucoup disent que les premiers à voyager sur Mars n'auront peut-être pas de retour, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce débat, non? D'envoyer des astronautes un peu plus âgés en leur disant essentiellement que c'est là qu'ils vont finir, n'est-ce pas? C'est un débat très intense, non, il n'y a pas encore. Je ne pense pas qu'il y ait encore de consensus là-dessus. Betty, comment vas-tu? Salut, Élisée. Atmosphère, exposé. Ils devraient vivre sous terre, c'est l'une des possibilités. Vivre sous terre ou avec des structures construites par eux-mêmes, comme une sorte d'anti-radiation, de structures anti-réactives. Non, apparemment, mais imagine, n'est-ce pas? Il dit « Salut Pépé de Montevideo, comment vas-tu? Au nord, il fait extrêmement froid, ici 34 degrés, une chaleur agréable. Carlos, ton avis? Eh bien, si tu fais partie de ceux qui aiment la chaleur, alors tu es à l'aise, non? 34 degrés. Et ici, je ne sais même plus à combien on est en ce moment. Voyons voir combien on a à cette heure-ci, mon garçon. 8 degrés, c'est ce qu'il dit ici. Donc on est à... Voyons voir, il dit, voyons. Je peux le mettre à jour. Voilà, 8 degrés, c'est déjà bien mieux qu'il y a un moment, mais on était à 0 cette nuit. On était à 0 et aujourd'hui, on va être... Cette nuit et ce matin, il faisait entre 2 et 3 degrés. D'après ce qui est rapporté ici à Monterrey, voilà, non? Salutations jusqu'à Montevideo, jusqu'en Uruguay. Très bonne salutation, il dit. D'après ce qu'il dit Léonard. Selon les chercheurs, lorsqu'ils sont dans l'espace, ils perdent beaucoup de masse. Oui, ils en perdent beaucoup plus. Et les os aussi. Exactement. Oui, parce qu'au final, c'est-à-dire tu as besoin de beaucoup de temps là-bas et donc tu perds cette force. Alors, en Allemagne, il fait 2 degrés, dit Betty. Regarde, et je pensais qu'il faisait plus froid là-bas. San Francisco, tranquille, 11 degrés, dit-elle. Non, eh bien c'est agréable. Regarde, ici il fait 8 degrés, on avait du soleil, c'est-à-dire il fait ensoleillé aujourd'hui, donc même en étant dehors, tu ne le ressens même pas. Hier il faisait 3 degrés et on est sorti faire un tour, il faisait 3 degrés et c'était nuageux. Et franchement, on ne l'a pas ressenti. Vraiment, on ne l'a pas ressenti. Il n'y avait pas beaucoup de vent, non, c'était bien, non, juste un peu de brise. Mais il n'y avait pas de vent, donc c'était tranquille, non ?
Mais quand il fait -2 la nuit, surtout la nuit, là ça peut devenir un peu plus compliqué. Il faut laisser une goutte ici. Laisse le robinet ouvert si tu restes. Surtout avec des tuyaux installés, il faut faire attention à ça, non? Salutations, il dit. Salutations Léonard, merci pour le commentaire, très bon José Betty. Eh bien, à toute la communauté, un grand merci. Eh bien, on revient tout à l'heure, avec plus d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Une autre mise à jour arrive bientôt. Merci beaucoup de partager, d'être ici avec nous. Nous avons récemment fait un direct sur PP en vivo. Si vous n'êtes pas sur cette chaîne, abonnez-vous. Nous avons fait un reportage dans lequel nous avons parlé de cette série de sites d'objets qui sont apparus maintenant sur un site nucléaire en Inde. Allez voir le reportage, c'est fou et très intéressant, surtout sur le virus Nipah en Inde. Mais il y a aussi maintenant des réactions en Thaïlande, donc si vous pouvez, regardez le reportage là-bas. Et voilà, portez-vous bien. On continue à discuter tout à l'heure, on se revoit dans un instant, à bientôt.